Bonjour et bienvenue sur Tandem TV. Bonjour les Amir. Bonjour William. Alors vous êtes, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez si je me trompe, la présidente de J-JAC en Israël. Oui, J-JAC, c'est Justice for Jews from Arab Countries. D'ailleurs, je voudrais oui. préciser que ce n'est pas simplement les pays arabes, mais les pays musulmans, parce qu'il faut rajouter l'Iran. C'est une Et l'Iran, association, parce que voilà. C'est une association, dont J-JAC, comme on l'appelle en anglais, qui défend la reconnaissance historique de l'exil forcé et des spoliations subies par plus d'1 million de juifs des pays musulmans entre 1948 et 1967. D'ailleurs, les Vanazamir, vous faites quelque part, j'ai lu un parallèle entre la Nakba arabe, celle des dits entre guillemets palestiniens, et la Nakba juive. Pourquoi? parce que il y a eu des deux parties, des deux côtés, il y a eu des réfugiés. Parce que si d'Israël se sont enfuis plutôt, ils n'ont pas été expulsés. Nous avons été expulsés. Mais eux, ils se sont enfuis pour 2 semaines, soi-disant 2 semaines, parce que les pays arabes leur disaient, sortez, vous revenez dans 2 semaines dans vos maisons, vos appartements, parce que nous allons bombarder Tel Aviv. Alors, ils se sont enfuis, la plupart, pas tous, hein. Ceux qui se sont enfuis, c'était presque 650 000, inclus des Arabes qui habitaient en Eretz Israël, en Palestine. Pas tous étaient vraiment, vraiment des natifs de la Palestine. Alors, tandis que nous étions presque 1 million, de 10 pays arabes au début, parce que l'Iran, au début de l'indépendance de l'État d'Israël, n'était pas contre cela. Au contraire, le Shah, le Shah d'Iran était avec Israël presque à la fin des années 70, il était avec nous. Il y avait des deux côtés des relations de toutes sortes. On travaillait ensemble politiquement et aussi financièrement. C'était très bien. Alors, c'est pour cela qu'on a ajouté finalement l'Iran, parce que l'Iran aussi a des réfugiés en Israël et partout dans le monde. Alors, nous sommes presque 1 million et eux sont 650 000 réfugiés. Nous avons été expulsés, on nous a pris tous nos biens, ou bien ils ont Et nationalisé justement, les biens des Juifs. Oui. on va revenir Tandis, ouais. on va venir dans le détail de cette Nakba juive, comme vous l'appelez. Alors, vous avez les Vanazamir, le privilège de présenter J-JAC pendant 90 secondes seulement à l'ONU et en arabe. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, et nous ne savions même pas, quand nous sommes partis, une délégation d'Israël et du monde entier. Ils sont venus aussi du Canada, de New York, de Miami, à Genève, l'Assemblée générale des droits de l'homme de l'ONU. Mais alors, nous avions 2 sessions. L'une d'elles était sûre, ce qu'on appelle une session à part. Ce n'est pas une assemblée générale et pas tous les représentants de tous les pays, ils ne sont pas obligés d'assister, tandis qu'à l'assemblée générale qui est une fois par an, ils sont obligés d'assister. Alors, nous n'étions pas sûrs jusqu'à 2 jours avant notre départ si le Conseil des droits de l'homme à l'ONU acceptait que nous parlions. Et 1 jour avant le départ, on nous a dit « OK », parce qu'au début, ils ont dit non, avec une certaine influence d'autres organisations de juifs de par le monde, le Bnei Brik et autres. Et finalement, nous avons été acceptés. Et à la dernière minute, on me dit « Levana, qu'il vaut mieux que tu parles en arabe égyptien, ton arabe est bon. » J'ai dit oui, il est bon, mais je dois traduire, je dois me rappeler ces choses. Et je ne sais pas comment, je crois que c'était un moment de grâce. Voilà, je voulais tellement que ce soit bien. J'ai fait tout ce que je pouvais pour bien traduire, pour bien parler. Et c'est arrivé en 90 secondes. Je crois que je suis arrivée à faire passer le message. Je crois. Vous avez vu ce petit clip? Oui, j'ai vu la vidéo, elle est extraordinaire parce que là, vous parlez bien l'arabe, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, je voudrais dire aussi que vous avez laissé un rapport à l'ONU de 79 pages. Il y a un rapport qui a été laissé, si je ne me trompe pas. Oui, et nous avons remis en main à l'Assemblée générale des droits de l'homme une recherche qui nous a pris 5 ans. Ça nous a pris 5 ans à faire cette recherche, et très méticuleuse. Nous voulions qu'elle soit exacte le plus. Donc, vous voyez, le grand rapport, c'est presque 1000 pages, n'est-ce pas?
avec 11 pays islamiques. Levan Azamir, l'idée est donc de faire reconnaître la Akira, c'est-à-dire en français, Akira c'est un mot hébreu ce qui veut dire le déracinement depuis 1948 des Juifs des pays arabes et de l'Iran, donc des pays musulmans, depuis Aden jusqu'au Yémen, 11 pays au total, ainsi que d'ailleurs de leur spoliation, que vous avez évalué, c'est énorme, à 263 milliards de dollars, dont 63 rien que pour l'Égypte. Comment avez-vous Oui. réussi à calculer ce chiffre faramineux? Comment? Alors, pendant 5 ans, et on a fait cette recherche de toute façon possible, imaginable, mais sur document. S'il n'y avait pas un document, quelqu'un témoignait, j'ai laissé tant et tant et tant, j'ai laissé 1000 dollars, j'ai laissé 200 000 dollars. Ça n'existe pas dans notre rapport. C'est sur document seulement. Alors, pour l'Égypte, par hasard, ou bien peut-être pas par hasard, nous avons chez nous des archives depuis les années 50, parce que l'Union des Juifs d'Égypte en Israël a été fondée déjà en 1951 à Tel Aviv, à la rue Pinsker 56. Et c'est là que j'ai trouvé, il y a une quinzaine d'années, ces archives dans le Boydem, comme on l'appelle, là-haut. J'ai trouvé mes plein de papiers qui jaunissaient déjà, et je les ai bien gardés. J'ai trouvé, entre autres, donc, des dossiers, 3000 dossiers, que les Juifs d'Égypte ont rempli des questionnaires, des formulaires, que déjà en 1957, le ministère des Affaires étrangères a demandé aux Juifs d'Égypte de remplir ces questionnaires. Pourquoi? Parce qu'en 1956, tout le monde le sait, c'était la crise de Suez, et c'était seulement l'Égypte, et c'était Israël, et la Grande-Bretagne et la France qui ont bombardé le canal de Suez que Nasser a nationalisé, et ça les a embêtés, mais un peu beaucoup. Ils ont décidé de bombarder le canal. Et Ben Gurion, qui en ce temps-là voulait certaines choses, le détroit de Tiran, l'accès de nos bateaux par Eilat, par le port d'Eilat, et il y avait les Fedaïou, vous savez, qui venaient exploser des autobus. Il en avait marre et il est entré en guerre avec eux. Mais l'ONU a arrêté cette guerre, ils ont dû retourner sans la terminer. Mais alors, Nasser, il s'est vengé de ces Juifs. Il est devenu fou parce qu'on lui a bombardé son petit bébé, son canal qu'il venait de s'approprier. Et massivement, il a tout d'abord expulsé tous les Français et tous les Anglais, et 35 000 Juifs, mais d'un jour à l'autre. Moi, j'ai été expulsée avec mes parents à la première vague d'emprisonnement et d'expulsion qui était en 48-49. Le jour de l'indépendance d'Israël est déclaré par Ben Gurion. À minuit, sont arrivés chez nous 10 policiers à la maison, et ils ont fouillé partout, ils ont ouvert les tiroirs, ils ont même déchiré les matelas pour chercher, nous ne savions pas quoi. J'avais 10 ans, et au milieu de la nuit, je vois toute la maison était allumée, et mes parents étaient là debout, et blancs comme un linge, et ils n'ont rien trouvé, mais ils sont montés chez mon oncle qui habitait le second étage de notre villa. Ils l'ont pris en prison, ils lui ont dit « tu es un sioniste ». Ils ne savaient même pas pourquoi. Ça devenait un crime, n'est-ce pas? Le sionisme était très bon jusqu'en 1948. Même les jeunes gens de la Maccabi défilaient dans les rues, et c'était normal. Et tout à coup, ce sionisme-là, qui était si bien accepté par l'Égypte, par son gouvernement, est devenu un crime. Alors, il a été emprisonné pendant 1 an et demi. Ils ont confisqué l'imprimerie familiale de mon père et ses 2 frères, parce que l'un des 2 était sioniste, un criminel. Ils ne m'ont rien dit de tout cela, mais j'arrive à l'école, la sœur, parce que j'étais dans une mission française, elle me dit « on a pris ton oncle en prison ». J'ai couru pleurant chez ma mère, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est un criminel, mon oncle. Qu'est-ce qu'il a fait? Je pleurais. Et de toutes mes larmes, elle pensait m'apaiser. Elle m'a dit, mais non, il a été arrêté parce que nous sommes juifs. Mais vous êtes parti, vous avez été chassé du jour au lendemain, il fallait partir comme ça, comme aurait dit ma grand-mère, une main de... Non, Comment ça s'est Farouk passé? voulait garder des prisonniers parce qu'il avait, lui, et il avait ici des soldats égyptiens qui ont été retenus ici, vous savez. Alors, il a gardé ces prisonniers juifs pour pouvoir, après l'armistice, faire l'échange. 1 an et demi.
jusqu'à l'armistice qui a été signé au mois de janvier. Il a attendu encore un peu pour voir que c'était vraiment un armistice. Et c'est là, ils sont venus en lui disant, tu veux sortir de prison? Ok, ça va, mais tout droit de prison en dehors d'Égypte. Il a accepté sûrement, mais alors le lendemain, il vient chez mon père, il lui dit, tu veux voir ton frère? Va sur le bateau tel jour, telle heure à Alexandrie, tu vas le voir là-bas, et tfaddal, ya khawaga. Il leur montre, ils ont montré la porte à mon père. Il n'en fallait pas plus. Hein, du coup, je vois des valises et c'est comme cela. Donc, Comment? Levana, on peut finalement parler d'épuration ethnique silencieuse des Juifs des pays musulmans. Comme d'ailleurs le dit David Dahan, c'est ce qu'il dit, qui lui, c'est le président de l'Observatoire des Juifs Oui, réfugiés des pays arabes. Lui, il parle aussi on peut le dire, d'après ce que vous nous dites, de nous raconter votre propre épuration. On peut parler donc d'épuration ethnique silencieuse des pays arabes. Vous êtes d'accord avec ça? oui, tout à fait d'accord, parce que si la première vague était comme cela, mais comme mon oncle est parti et ils l'ont obligé à signer qu'il n'avait qu'il n'avait pas de biens en Égypte. Ils leur ont fait signer cela. Sur les passeports, on écrivait sans retour. On ne pouvait pas retourner. Alors, ce n'était pas tellement silencieuse parce qu'ils ont été arrêtés. Tout d'abord, pendant 1 an et demi, 1300 hommes et 50 femmes. Donc, 1300 familles devaient quitter avec le père de famille. Alors, multiplié par 5 ou 6, ça fait beaucoup. Et ensuite, comme chez nous, c'est 3 familles qui ont dû quitter parce qu'ils sont venus nous montrer la porte. Ça, c'est la partie silencieuse des 1300 hommes qu'on leur a dit, la plupart d'eux d'ailleurs, on leur a dit, si vous voulez être libre, allez, sortez, quittez l'Égypte. Ça, c'est clair. Mais pour les autres, elle était silencieuse. Mais en 56, 57, elle n'était plus silencieuse. Les Juifs ont reçu des papiers, des lettres leur disant qu'ils doivent quitter dans 2 jours, 3 jours, du jour au lendemain. Alors, au début, c'était comme cela. Et finalement, ils ont été conseillés par, nous savons déjà, par des nazis qui travaillaient au ministère de l'Intérieur égyptien, qui leur ont dit, arrêtez d'envoyer ces papiers d'expulsion. Faites autre chose. Ils ont fait autre chose. Ils ont tout d'abord pris la nationalité égyptienne à ceux qui l'avaient. Un tiers des Juifs d'Égypte avaient la nationalité égyptienne. Alors, elle a été effacée. Tous ceux qui travaillaient dans des sociétés publiques ont été renvoyés du jour au lendemain. Et c'est comme cela qu'ils se sont trouvés sans futur, ni pour eux, ni pour leurs enfants. Et ils étaient obligés de fuir parce qu'il y avait aussi, pas seulement on a nationalisé tous leurs biens, il y avait aussi des persécutions dans les rues en 56-57. Au coin des rues, on égorgeait, on était à mort. S'il y avait par hasard un policier, là, il regardait, il faisait rien. C'était des persécutions, des arrestations, des résidences forcées. On ne pouvait pas sortir de la maison. Et il y avait toujours un gardien à la porte pour qu'il ne puisse pas sortir. Il ne voulait pas qu'on puisse vendre ou acheter des diamants ou des choses pareilles. Alors, c'était un chaos. En 6 mois, 35 000 Juifs ont été arrêtés, expulsés, obligés de partir. C'est beaucoup. Parce qu'en Égypte, il n'y avait que 100 000 ou 120 000 Juifs. C'est tout. Ils faisaient beaucoup de bruit parce qu'ils travaillaient beaucoup, ils étaient très actifs. Toutes les banques, excepté une, appartenaient aux Juifs. La bourse, 90%, c'était des Juifs. Le coton, l'exportation du coton, et les textiles, tout ça, c'était les Juifs. C'est eux qui ont construit, avec d'autres Européens, et l'Égypte entière. La première d'Égypte, le coton, oui, bien sûr. Le coton, le riz, les oignons. Il y a eu, on l'a dit au début, 11 pays arabo-musulmans, on va dire ça comme ça, qui sont inclus dans ce rapport et dont les Juifs ont été expulsés, spoliés. Parmi ces pays, il y en a un qui m'intéresse un peu plus, c'est celui de mes ancêtres, c'est l'Algérie. Et pour comment avez-vous pu inclure l'Algérie alors que quand ils sont partis, les Juifs d'Algérie, c'était des Français à part entière. Donc, c'était pas véritablement des Algériens, mais c'était des Français. Et comment ça s'est passé? Comment vous avez pu les inclure, les Juifs d'Algérie? Voilà. Alors, les chercheurs qui ont fait cette recherche ont des chercheurs amis ou des branches partout dans le monde arabe aussi. Parce que c'est plutôt international ce que Jacques a fait.
Alors, ils se sont mis en contact avec leurs collègues en Algérie et c'est comme cela qu'ils ont eu des documents. Je vous donne encore un exemple d'Égypte. Alors, moi, je connais plusieurs personnes. Alors, ils sont venus vers moi. Parmi eux, je connais très bien à Londres une petite fille de la famille de Ménage. Le baron de Ménage était pas seulement très riche. La moitié de la ville d'Alexandrie lui appartenait. Il avait des terrains immenses, mais immenses, impossibles. J'ai aussi une amie qui habite dans un kibbutz. Son père avait tellement de terrains que le roi Farouk, c'était au temps du roi Farouk, avait donné un décret que on ne peut plus vendre à cet homme aucun terrain parce qu'alors il aura plus que le roi. On arrêtait. Alors, on avait tellement de terrain, cette personne nous a envoyé des documents comme quoi, il y a 20 ans, elle a mis des avocats égyptiens au tribunal qui finalement lui ont dit « Oui, vous avez raison, l'Égypte doit vous rendre tant et tant et tant de milliards de dollars. » Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était au temps de Moubarak. Moubarak a dit « Oui, c'est vrai, voilà, le tribunal a décidé que l'Égypte vous doit tant et tant de milliards, mais comme l'Égypte n'a pas cet argent pour vous le donner, nous nationalisons de nouveau tout cet argent que l'Égypte vous doit. » Tout ça, c'est sur document. William, c'est difficile à croire parce qu'on n'a rien pris avec nous. Non, mais je comprends ce qui se passe avec les pays arabes, mais je reviens je vous dis que vous avez été documenté, mais les Juifs d'Algérie, c'était pas des Juifs des pays, enfin sûr, c'était un pays arabo-berbère d'ailleurs, mais c'était des Français, et donc vous avez réclamé à la France vous avez demandé à ce que les Juifs d'Algérie réclament à la France des règlements de spoliation ou au gouvernement d'Algérie. C'est ça que je voudrais savoir. Écoutez, ceux qui ne sont pas venus en Israël, même les Juifs d'Égypte qui ne sont pas venus en Israël en 57, ceux qui sont restés en France, ils étaient citoyens français, ils avaient le passeport français. Alors, 2 ans presque après la crise de Suez, l'Égypte a fait la paix, un accord de paix avec la France et la Grande-Bretagne. Alors, ceux qui habitaient à Londres et avaient aussi le passeport britannique, et les Français, comme je viens de dire, ceux-là avaient le droit de remplir certains formulaires et d'écrire qu'est-ce qu'on leur doit. Alors, ceux-ci ont reçu, mais pas tout leur argent, hein. Ils ont reçu quelque chose, des miettes, okay? Mais ils ont reçu quelque chose. Les Algériens, si l'Algérie a fait un accord avec l'Égypte, les Algériens en France pu avoir certaines compensations. Mais ceux qui sont venus en Israël n'ont rien reçu, jamais. C'est vrai que nous avons présenté plusieurs demandes, plusieurs de compensations avec des chiffres et certains documents parfois. Mais nous avons fait ça au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Justice, et tous ces dossiers sont là, ils sont chez eux. Mais ils n'ont rien fait avec. C'est ça c'est ça un des problèmes. Lévana, franchement, vous pensez véritablement que les Juifs des pays arabes vont recevoir quelque chose? Moi, moi, je n'y crois pas, hein. Je veux pas être pessimiste, mais je pense que les Juifs des pays arabes qui ont été spoliés, chassés, épurés et virés, de la même manière de ce qu'on parle quand on parle d'épuration des Juifs, des Arabes dits palestiniens, mais c'était pire avec les pays arabes, mais vous allez voir, alors que les Palestiniens reçoivent des milliards de dollars et d'euros, vous, les Juifs des pays arabes qui ont été également chassés, vous allez recevoir, à mon avis, peut-être 1 euro symbolique, mais pas plus. Bon, je vais vous dire exactement ce qui se passe. Israël n'a jamais voulu demander ces compensations pour les Juifs des pays arabes. N'a jamais voulu. Quand Begin signait l'accord de paix avec Sadat, Moshe Shachal, membre de la Knesset, a parlé au public qui sont arrivés à la Knesset et il a dit que quand Begin a dit à Sadat, écoutez, il y a des possessions juives en Égypte, vous allez nous compenser pour cela. Alors, Sadat, qui était un homme très sage, Sadat lui a dit, d'accord, ça va, c'est bien, mais il faut voir combien
de terrain, combien de propriétés. Les Arabes dits palestiniens, comme vous venez de le dire, ont laissé chez vous en Israël. Mais là, Begin a dit, je ne peux pas faire cela. Parce que comme vous le savez sûrement, William, il y a des terrains aujourd'hui, même à Tel Aviv, là où j'habite, un peu plus en face, il y a des terrains qui appartenaient aux Arabes palestiniens. Bien Ça, nous sûr, le savons. Même bien sûr. l'université de Tel Aviv, Oui, c'était un village arabe. Alors, ils ont décidé, ils appellent ça en hébreu l'Itkazez, devenir quitte. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que l'accord de paix presque allait tomber avec ce problème. Alors, paragraphe 8 de l'accord de paix Israël-Égypte, c'est écrit que plus tard, on va fonder un comité, et vous savez, en Israël, quand on fonde un comité, c'est fini, l'affaire n'existe plus. Un comité qui va voir combien chaque côté doit à l'autre, et c'est tout ce qu'ils ont écrit. Et c'est comme ça qu'on a sauvé l'accord de paix. Ceux qui ont payé pour cela sont nous. C'est les Juifs des c'est pays arabes, les pays arabes, inclus David absolument. Dahan, avec l'Observatoire et tout cela. Il y Mais a il autre y a chose une autre d'intéressant. solution. Il y a une solution. Il y a. Oui, Je vous la oui. dirai, peut-être que vous la connaissez. Le président Non, je la connais Clinton, à pas. sa dernière cadence, il voulait apporter la paix au Moyen-Orient. En ce temps-là, Ehud Barak était le premier ministre et Arafat était encore là. Ils appellent ça White Plantation 2. Il a dit, pour régler la solution, le droit de retour ne peut pas exister. C'est ça le problème, le droit de retour. Alors, il a dit, ce qu'on va faire, j'ai déjà en poche 21 milliards de dollars et je pourrais avoir plus des 9 pays européens et le Japon et Israël aussi. Nous allons fonder un fonds de compensation qui va compenser et les Arabes de Palestine et les Juifs des pays arabes. Tout le monde sera heureux, d'accord, et les pays arabes ne vont rien payer. Mais ce qui est arrivé, nous savons tous, Arafat a dit non à plusieurs choses. À ça aussi, il a dit non. Et finalement, Ehud Barak a respiré profondément et retourné à Jérusalem. Mais ce n'est pas arrivé. Voilà, il y a une solution. Nous voulons celle-là. C'est cette solution que nous voulons. Et d'ailleurs, ce qui est bien, Donald Trump, qui est aujourd'hui président, il a écrit cela dans ses 10, comment appeler ça, les 10 commandements de la paix au Moyen-Orient. Et c'est bien, parce que nous travaillons avec l'ONU, vous savez, déjà en 2008, Jack, nous allions chaque année à un autre parlement pour donner des témoignages, aussi au Congrès américain. Et c'est là qu'en avril 2008, le Congrès américain a décidé que chaque fois que du côté palestinien, on parlait de réfugiés arabes et le droit de retour, on est obligé de parler aussi des réfugiés juifs des pays arabes. Alors, c'était déjà quelque chose, mais c'est seulement à l'ONU que nous n'avons pas réussi à parler à l'Assemblée générale. Jamais, c'est la première fois après 77 ans. Jamais il y a eu des décisions nombreuses pour les Palestiniens. Pas une seule solution, aucune résolution pour les Juifs des pays arabes. Zéro. C'est inscrit, je crois, dans le rapport que je vous ai envoyé. Et alors, vous êtes optimiste ou pas? Je suis optimiste. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, toute cette somme de 263 milliards de dollars, on appelle ça en hébreu klaf mikuach. Nous avons une carte en main. Vous parlez du droit de retour. Nous aussi, vous ne nous donnez pas le droit de retour. D'ailleurs, en Israël, il y a plein, de quelques millions d'Arabes qui ne se sont pas enfuis. Ils vivent très bien en Israël. On les voit partout. Tandis qu'en Égypte, en Libye, en Syrie, il n'y a pas un seul juif. Il est banal. Les Arabes dits palestiniens, ils exigent le droit, pas tous, mais ils exigent le droit de retour, alors que les Juifs, eux, n'exigent pas un droit de retour pour retourner dans les pays arabes. C'est la grande différence. Voilà, vous l'avez dit, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le droit de retour parce qu'ils ont écrit sur nos passeports, pas seulement en Égypte, dans tous les pays arabes, sans retour. Jusqu'aujourd'hui, la plupart des Israéliens qui sont nés en Égypte et c'est écrit sur leur passeport reçoivent un refus s'ils demandent un visa pour aller en Égypte. La plupart, c'était même à la télévision, on m'avait même interviewé pour cela. Ils me demandent pourquoi. Voilà pourquoi, mais c'est drôle, parce que c'est écrit sur leur passeport sans retour. Ils ne veulent pas que nous venions chercher nos propriétés, nos biens. Et vous savez,
Parfois, les Israéliens qui vont parfois en Égypte, ils demandent seulement de voir leur maison, leur appartement. On leur ouvre la porte d'ailleurs. Et, et ce n'est pas tellement bien. Ils croient que nous venons demander et reprendre nos appartements, nos propriétés, nos maisons. Mais ce n'est pas vrai. Nous ne voulons pas vivre dans les pays arabes aujourd'hui. Ils sont en train de brûler des églises en Égypte. Vous le savez aussi bien que Alors, moi. oui, justement, vous dites, ce sera ma dernière question, mais elle est très importante, Levana Zamir, de J. Jack Israel, Justice for Jews from Arab countries, la justice pour les Juifs originaires des pays arabes, et je précise musulmans, parce qu'il y a l'Iran, mais vous dites que vous n'acceptez pas le terme du tout de coexistence harmonieuse entre musulmans, arabes et juifs. Parce que dans les pays arabes, les juifs, comme les chrétiens d'ailleurs, les juifs étaient des dhimmis en terre d'islam. C'est-à-dire que vous dites que la paix en arabe, c'est impossible. Tout ce qu'on doit peut-être entrevoir, c'est une sulha, c'est-à-dire une réconciliation, pas de paix. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut bien, tout d'abord, la réconciliation. Nous l'avons faite, cette réconciliation avec l'Égypte. Mais tout le temps, il y a des pourparlers entre l'Égypte et Israël. Ça existe. Il n'y a plus de guerre, c'est déjà quelque chose. Nous avons, avec l'Égypte, une paix et nous avons un silence de ce point-là. C'est bien. Ce serait bien d'avoir cela avec les autres pays arabes. Il faut du temps pour que les nouvelles générations apprennent à ne pas haïr. Ce qui s'est passé en Égypte, après Sadat, qui a voulu cette réconciliation, et avait commencé déjà à parler on dit en arabe, infetah, l'ouverture vers les pays méditerranéens, infetah. Comme avant, comme au temps du roi Farouk, le temps de Mohammed Ali et toute cette dynastie, il voulait cela. Mais Moubarak, qui est venu après lui, avait peur qu'on le tue. Comment il a vu son président tomber sous les fusils. Alors, il a peur. Et pendant 30 ans de Moubarak, dans les écoles, il leur apprenait à haïr les Juifs. Les Juifs sont les chiens des Arabes. El Yahoud kelab el Arab. Mais tout le temps, ça se disait dans les écoles. C'est dans l'islam, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran d'ailleurs, ça. C'est dans le Coran. Voilà, vous le dites. Alors, après 30 ans de cette façon d'éduquer les enfants dans les écoles, les professeurs d'école, les maîtresses dans les écoles disaient cela à leurs élèves. El Yahoud kelab el Arab. Alors, ce n'est pas facile. Mais maintenant, et Sisi, il est bien. J'aime bien ce président. Il fait tout ce qu'il peut. Aussi, il a peur. Lui aussi a peur qu'on le tue. Mais il fait déjà quelque chose. Ils ont changé déjà les livres en Égypte. Ça prend au moins une génération. Ça prend du temps à apprendre à ne pas haïr. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe chez les réfugiés qui sont encore des réfugiés dans la 3e, 4e et 5e génération? Donc, après Moubarak, il y a eu Assisi. Y a-t-il une différence? Oui, et après Moubarak, il y a eu Morsi, c'était terrible, c'était pire, n'est-ce pas? Parce qu'il était le chef des frères musulmans et il est tombé très vite. Parce qu'en Égypte, les femmes ne vont jamais mettre cette hijab, jamais. Alors, c'est pour ça qu'il est tombé très vite en moins que 2 ans. Et Sisi, qui était avec lui, a été contre lui parce qu'il n'a pas voulu cela pour son pays. Et Sisi a fait ce qu'on appelle en arabe l'infitah, une ouverture vers les pays méditerranéens, vers l'Occident. Mais tout de même, il a peur, lui aussi a peur, il ne veut pas être tué comme les autres. Alors, d'une part, il a déjà changé le livre, nous le savons, parce qu'il y a des chercheurs en Israël qui ont fait une recherche dans certains pays, pas seulement arabes, pour voir combien l'antisémitisme et la haine des Juifs se trouvent dans certains pays. Ils ont fait aussi, dernièrement, il y a une année, en Égypte, ils m'ont apporté ce rapport. Nous leur avons même donné le micro pour raconter, pour parler de cela. Ils ont dit qu'il y a déjà un changement qu'on voit dans les livres, dans les écoles, qui ne parle plus de la haine, qui parle plutôt de la paix avec Israël. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ça prend une génération au moins. Et il n'y a rien à faire.
n'est-ce pas? Mais comme cela se passe chez les Arabes palestiniens qui s'appellent encore réfugiés jusqu'aux 4e et 5e génération, ce sont des réfugiés, c'est pas possible. Mes enfants qui sont nés en Israël depuis longtemps, ils sont plus des réfugiés. Les soi-disant Palestiniens seront réfugiés à vie, tout le temps, apparemment. Je disais que les Palestiniens seront considérés réfugiés tout le temps, à vie. Eux, À les vie. enfants, les Ils sont petits-enfants et toutes les réfugiés à générations vie. futures. Exactement, ils sont réfugiés à vie parce que l'UNRWA, vous savez, l'UNRWA a été fondée seulement pour les réfugiés palestiniens. Je ne dois pas vous le dire, nous savons combien l'UNRWA qui se trouve là-bas les aide partout. On a vu cela dans cette dernière guerre terrible. On connaît bien leur part, la part de UNRWA dans cette guerre et dans cette haine. Très dommage, mais je veux bien croire qu'avec Donald Trump, on arriverait à continuer ce qu'on appelle les accords Abraham avec d'autres pays arabes. Voilà, déjà la Syrie, elle n'est plus la même, espérons pour le bien. L'Irak, presque. Ensuite, il y a l'Iran maintenant. Espérons, les choses changent parce que la terreur, le Hamas, dans aucune partie de l'histoire du monde, la terreur n'a jamais été conquise. Jamais. La terreur, il faut attendre qu'elle passe. Elle passe, la terreur, mais toute seule. Où est Al-Qaïda aujourd'hui? Elle ne se trouve plus. Il y a d'autres, il y a d'autres terreurs qui recommencent ailleurs, mais on ne peut pas faire tomber la terreur. Essayez de vous rappeler quand est-ce qu'au Moyen-Âge, pendant les pirates, est-ce qu'on pouvait cesser les pirates de travailler? Ils travaillaient, c'était très bien pour eux. Et c'est seulement, ça a passé, mais tout seul. On ne peut pas conquérir la terreur. C'est ce que je sais, ce que je vois comme historienne. On a vu pendant des années, Israël a conquis Gaza et de nouveau, mais de nouveau, et encore une fois. Daï, ça suffit. On ne peut pas conquérir la terreur. Elle passe toute seule. Levana Zamir, merci d'être intervenu sur l'antenne de Tandem TV pour nous parler donc de cette association JJAC et surtout de ce combat que vous menez avec vos amis à travers le monde pour je dirais le remboursement. Merci pour ce combat que vous menez avec eux à l'avenir. Merci Levana Zamir. Je rappelle qu'on peut voir cette émission ou la revoir sur YouTube. Évidemment, si vous êtes en Israël, sur le réseau Anatel et puis sur le site internet de Tandem TV. Abba Levana, merci. Au revoir. Merci, William. Au revoir.